Donc, bonjour à tous et à toutes, ou l'inverse. Et merci de venir pour cette réunion sur la taxonomie qui fait partie de notre réunion 3 bis. 3 bis parce qu'en fait, on a une petite série, comme vous savez bien, sur la CSRD. Et là, c'est la taxonomie, mais qui fait partie de la CSRD. Et on va expliquer comment. Je suis avec Benoît Osterta, qui est secrétaire fédéral à la CFDT-FGMM et qui est en même temps le désigné par la Confédération au CIES, c'est le Comité intersyndical d'épargne salariale, et il est également au conseil d'administration du FIR, donc du Forum de la finance responsable. Pourquoi je dis ça? Parce que Benoît va intervenir aussi de temps en temps et nous expliquer les liens entre taxonomie et tout ce qui est finance. De toute façon, toutes ces directives sont quand même issues initialement de la finance durable, ou font en tout cas partie, même si maintenant on voit bien la taxonomie un tout petit peu sous l'angle RSE. Oui, peut-être je me présente quand même. Je suis donc Ute Meenberg de la CFDT Cadre. Et je suis aussi membre de l'autorité des normes comptables dans une commission qui s'occupe des normes de durabilité. Donc, c'est exactement la CSRD. Donc, on va parler donc de la taxonomie européenne, qui est bien un outil de classification des activités durables. J'explique tout à l'heure pourquoi c'est vraiment une classification. C'est vraiment, on est en train de... il y a un registre qui indique quelles sont les activités durables ou pas. Tout a commencé en fait avec le Green Deal européen, le Pacte vert pour l'Europe, dans lequel on voit bien à la fois, donc il y a tout un tas de secteurs qui sont concernés par la transition énergétique, donc à la fois l'industrie, l'agriculture, etc. Mais ça commence quand même commencé par la finance. C'était un an avant. Il y avait les directives sur la finance. Je vais revenir dans le slide d'après. Voilà, donc le pacte vert pour l'Europe, on était bien là. Donc ça concerne toute l'industrie en fait et l'agriculture, en tout un tas de secteurs. Mais initialement, donc il faut bien financer cette transition, d'où les directives en finance et ne laisser personne de côté. Ce qui veut dire bien prendre en compte l'aspect social aussi de cette transition. Voilà, donc là, on a le cadre de cette finance durable qui commence bien par la taxonomie, donc cette classification. En même temps, les disclosures, ce sont donc les directives qui assurent la transparence. Donc, il y en a une sur la transparence dans le secteur financier et une autre, la transparence dans tous les secteurs en fait de l'industrie, y compris le secteur financier. Benoît, si tu veux ajouter peut-être quelque chose sur la SFDR, donc la transparence sur le secteur financier, c'est le moment. Oui, c'est juste pour distinguer que d'une part, SFDR s'adresse plutôt aux gens qui investissent et qui proposent, par exemple, dans le cadre de l'épargne des fonds, et c'est un moyen de dire à l'épargnant comment se situe son fonds, et donc c'est l'information qu'il doit vis-à-vis de l'épargnant, à distinguer de CSRD, qui est là l'information que doivent les entreprises, donc les émetteurs ou les États qui émettent des obligations envers les investisseurs en termes d'informations concernant l'entreprise. Merci. Et en fait, il y a aussi d'autres outils, donc notamment la régulation benchmark qui parle des indices, en fait des indices qui prennent en compte donc l'accord de Paris et les standards pour les obligations vertes, hein, et également un moyen de financer donc l'économie tout en ayant en orientant l'épargne ou enfin les investissements dans des secteurs qui sont par définition vertes, définition qui est donnée donc par cette directive. Maintenant, plus spécifiquement, le règlement taxonomie, il a deux objectifs de transparence. Donc, d'une part, un système de classification unique des activités de développement durable sur le plan environnemental. Et deuxièmement, être un instrument de décision pour lever des fonds. Donc, c'est là où
prérogatives de Benoît, par exemple en matière du FIR et du CES, entrent pleinement en action. C'est vraiment pour, pour pouvoir financer l'économie verte. Mais nous allons parler plutôt de l'aspect orientation, enfin, transparence au niveau des industries ou de toutes les sociétés au niveau global. Donc, ce règlement est complété par des actes délégués. En fait, on en a déjà parlé dans les autres webinaires d'avant. À chaque fois, on a un règlement au niveau 1, au niveau de la finance, qui est passé par le Parlement européen avec donc des allers-retours entre le Parlement, le Conseil, etc., qui fait dans ce cas-là une trentaine, peut-être 35 pages. Et ensuite, il y a des actes qui spécifient en fait ce qu'il faut vraiment faire par rapport au règlement, qui n'est pas assez précis en fait. Et donc là, on a 4 actes délégués. Le premier, ce sont vraiment des techniques pour voir quelle activité peut être indispensable pour le climat. Et là, en fait, on va se concentrer sur ça parce que dans la CSRD, c'est dans la norme E1 qu'on a la référence la plus importante sur la taxonomie. Ensuite, il y a un acte délégué qui spécifie ce qu'il faut publier et comment. Un autre acte qui, en 2022, donc qui avant, a été très controversé parce que c'était la question, est-ce que le gaz ou le nucléaire sont verts ou pas? Donc là, il y avait des divergences, notamment entre l'Allemagne et la France, parce que les politiques énergétiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc les deux pays n'ont pas du tout les mêmes intentions ou les mêmes obligations. Et finalement, un règlement délégué qui est sorti maintenant récemment, qui couvre les autres aspects de l'environnement, en fait. Je vais revenir là-dessus. Donc, qui est concerné? Ce sont toutes les entreprises qui sont concernées par la CSRD et dont aussi ces entreprises financières. Et les institutions financières, donc pas seulement les banques, mais aussi les sociétés de gestion, etc. Et la CSRD elle est mise en place de façon progressive. Donc, nous aurons les premières données l'année prochaine. Et c'est pour ça que maintenant, c'est pour ça qu'on fait les webinaires maintenant, parce qu'à partir de l'année prochaine, nous serons également consultés au niveau de nos comités sociaux et économiques, et on a intérêt à être formé le jour où ça viendra. Donc, je répète quand même, l'aspect taxonomie, c'est un tout petit aspect de la CSRD sur laquelle on est concerné ou consulté, mais en fait, Benoît, il y a un an et demi, m'a demandé de présenter ce règlement à la FGMM, et on s'était dit que ça vaudrait peut-être la peine de l'enregistrer pour que tout le monde puisse en profiter, pour savoir quand on aura donc la présentation de cette taxonomie, en fait, qui sont juste ce sont 3 chiffres, en fait, qui sont importants, et pour qu'on sache de quoi il s'agit et comment ça marche. Voilà. Donc, je reviens sur la CSRD. Donc, la CSRD a un volet environnement, un volet social et un volet gouvernance. Nous concentrons en ce moment uniquement sur le volet environnement, qui est à peu près la même chose que les prérogatives donc, de la taxonomie qui vont classer les affaires et qui s'occupe donc du changement climatique, adaptation et atténuation, la pollution de l'eau et des ressources marines, des écosystèmes et de la biodiversité, et de l'économie circulaire, c'est-à-dire que c'est le recyclage, la gestion des déchets, en fait. Donc, la partie E de la CSRD reprend donc les thématiques identiques à celles du règlement taxonomie, et ça se voit en fait dans les actes délégués de la CSRD, c'est-à-dire les 285 pages qui expliquent exactement ce qu'il faut faire au niveau du reporting qui est visé par la CSRD, par la Corporate Sustainability Reporting Directive. Elle a dans la norme E1.1, c'est-à-dire la norme qui traite du changement climatique, 2
deux paragraphes en fait qui disent que les informations sur la taxonomie doivent être incluses à la fois dans les plans de transition, donc la norme E11, donc changement climatique, norme 1, qui explique les plans de transition dont on a parlé jeudi, et la norme E1.3, où l'entreprise doit indiquer les actions et les ressources par rapport aux politiques en matière de changement climatique. Vous pouvez oublier ce slide, je l'ai juste mis pour qu'on sache où on se trouve et qu'il y a vraiment, comme dans la slide tout au début où on a parlé de la norme de taxonomie, CSRD, etc., comment ils s'imbriquent, comment ils travaillent ensemble. Et qu'est-ce qui se passe en fait au niveau d'une entreprise? Ben là, j'ai pris le document d'enregistrement universel de 2022 d'Air Liquide sur la page 377. Il y a ces trois chiffres ou 6 chiffres si on veut sur les chiffres qui sont demandés par la taxonomie. Donc, à la fois, on voit les activités éligibles, c'est-à-dire les activités qui sont énumérées dans l'acte délégué de la taxonomie, et les activités alignées, c'est ceux qui, après analyse, sont vraiment conformes qui sont des activités vertes réellement. Et ça, on va vous expliquer maintenant comment ça marche. Parce que ce n'est pas évident quand on voit activité éligible, activité alignée, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une analyse en 4 étapes. Donc, ça a causé bien des cheveux blancs aux entreprises parce que ce n'est pas évident à faire. C'est-à-dire, on regarde d'abord si l'activité est éligible. Ensuite, on regarde si l'analyse de la contribution, si les activités éligibles, donc qui ont été choisies parmi toutes les activités de l'entreprise, contribuent substantiellement à un ou plusieurs objectifs environnementaux, c'est-à-dire donc les objectifs que j'ai montrés dans le slide de la CSRD, climat, eau, pollution, biodiversité et gestion des déchets. Ensuite, on regarde si cette activité n'a pas de préjudice, ne porte pas de préjudice important à une autre prérogative environnementale, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être bon pour l'environnement, mais au niveau pollution, on n'est pas encore arrivé, donc ce ne serait pas éligible. Et ensuite, on regarde si des garanties minimales sont respectées, c'est-à-dire ce sont des garanties en matière de droits de l'homme, notamment, et de gouvernance. Et on va prendre un exemple pour expliquer ça, mais tout d'abord, encore un slide, vous aurez les slides de toute façon après, entre activités éligibles et activités alignées. Donc, des activités éligibles donc, sont donc celles qui sont dans la liste de la taxonomie dans le premier acte délégué. Donc, ça, c'est un acte délégué qui fait énormément de pages, qui énumère donc une centaine d'activités qui sont éligibles. Et ensuite, on fait cette analyse, donc, comme dans le slide avant, est-ce qu'il y a une contribution substantielle à un objectif environnemental? Ce sont des critères techniques. Est-ce qu'il n'y a pas de préjudice important à un autre objectif environnemental? Et est-ce qu'on respecte les garanties minimales sociales et sociétales? Voilà, donc ça c'est pour la théorie. Ensuite, je vous ai mis une étude qui a été faite par EY. En fait, c'est un commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes, en fait, ils doivent certifier toutes les données qui sont maintenant dans les rapports CSRD. Et donc, évidemment, ils sont extrêmement intéressés par comment ça se passe au niveau des entreprises qui font des études, y compris un tout petit peu plus macro. Donc là, ils ont regardé plusieurs secteurs pour regarder est-ce que c'est aligné, enfin, est-ce que c'est éligible et qu'est-ce qui est aligné. Et on voit là, par exemple, les secteurs très polluants sont évidemment les premiers qui ont été dans la liste d'éligibilité. Donc là, par exemple, la construction et les infrastructures ont énormément d'activités qui sont alignées, qui sont éligibles, mais 15% uniquement sont alignés finalement. Et pour la mobilité, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui sont éligibles, très peu qui sont alignées, donc d'après les critères techniques. Et
en revanche, par exemple, pour ce qui concerne les secteurs de la santé, ben, il n'y a quasiment rien qui est éligible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un secteur qui est très, très, très concerné directement, je veux dire, hein, en termes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, il n'est pas vraiment dans la liste. Donc, en fait, on a un peu adapté l'outil de cette éligibilité, c'est-à-dire l'outil de la taxonomie, les secteurs, à l'industrie aussi. Et il y a toujours de nouveaux secteurs qui sont concernés. Donc, la Commission, en fait, n'arrête pas d'approfondir et d'étoffer cette réglementation. D'où aussi la complication pour les entreprises parce que extrêmement difficile à suivre et il y a énormément de règlements, de normes. Et notamment là, dans ce secteur de l'environnement, il n'y a pas seulement des normes financières à respecter, mais aussi évidemment toutes les normes environnementales. Donc, quand vous allez dans les documents d'enregistrement uniques des entreprises, vous verrez que les réglementations, ça ne manque pas. Est-ce qu'en ce moment, il y a des questions? Peut-être pas. Non, je ne vois pas de questions. Tu peux Pas de continuer. questions. OK. Ça veut dire que soit on est très clair, soit c'est trop compliqué. Mais bon, j'espère qu'on va élucider tout ça un peu après. Donc là, on prend l'exemple de Michelin. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut donner comme chiffre pour la taxonomie? Il faut donner la part verte du chiffre d'affaires ou des ventes. Donc voilà. Il faut donner la part verte des dépenses d'investissement et la part verte des dépenses d'exploitation. Donc OPEX et CAPEX pour les capital expenditures pour les dépenses d'investissement. Et donc là, Michelin en 2021, ils ont fait un tableau qui nous montre qu'est-ce qui pourrait rentrer dans le total du chiffre d'affaires donc des ventes dans une activité éligible. Donc, on voit la notion, enfin la mention 3.5, autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone, le 7.3 et le 8.2. Ces chiffres-là correspondent exactement aux chiffres de l'acte délégué. Et donc, pour les ventes, il y a 13 millions de chiffres d'affaires qui rentrent pour le 3.6, pour le CAPEX 1 123 000 et pour l'OPEX, rien du tout. Maintenant, on va voir. Donc, l'étape 1, c'est est-ce que les activités correspondent? Là, on est dans l'acte délégué. Donc, j'ai regardé dans l'acte délégué la section 3.6, autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone. Et en fait, ces activités-là, ils sont classés par les codes NAS. Les codes, ce sont des codes de classification des activités de la Commission européenne qui correspondent en France, on appelle ça les codes NAF. Donc, qui sont aussi sur vos fiches de paye. Hein, on voit dans quel secteur on travaille et ça régule aussi les conventions collectives. Donc là, il y a les C22, C25, 26, 27 et 28. Et maintenant, les ingénieurs de Michelin se sont cassés la tête. Ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, à ce jour, l'activité de production, rechappage de pneumatiques, code NAS C2211, ne fait pas partie des activités économiques listées dans la taxonomie au titre des deux objectifs environnementaux liés au changement climatique. Donc, en fait, ce n'est pas dedans. Mince alors, qu'est-ce que je fais? Néanmoins, l'industrie du pneumatique peut avoir une contribution substantielle à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions à gaz à effet du secteur du transport. Et donc, dans l'attente de la reconnaissance de cette contribution par l'inscription de l'activité économique C2211 dans la taxonomie, le groupe Michelin a identifié l'activité économique 3.6, autres technologies de fabrication à faible intensité de carbone. Et donc, ils ont considéré que ça pourrait rentrer dans la liste des activités éligibles. Il faut dire que là, on est en 2021 et en 2021,
la taxonomie n'était pas encore obligatoire et donc Michelin a fait un gros travail avant l'obligation de le faire pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Éventuellement aussi influencer la réglementation parce qu'il n'y a pas de raison qu'un pneu qui est extrêmement bon en termes de technologie qui contribue donc à ce que les voitures émettent moins de gaz à effet de serre ne soit pas dans cette liste. Et donc, ils ont dit, bon voilà, on vous met ça, on met ça dans notre rapport de durabilité, enfin dans le document d'enregistrement écologique. Voilà. Et là, ils expliquent comment. En fait, il y a 10 pages dans le rapport qui expliquent exactement quelles étaient les réflexions donc, des ingénieurs et des départements conformité. C'est vraiment difficile à faire parce qu'au début, ben, il n'y avait pas d'exemple. Maintenant, il y a des exemples dans d'autres entreprises. J'ai parlé d'Air Liquide, mais il y a toutes les entreprises donc, extrêmement industrielles qui ont ce genre de réflexion et évidemment aussi les banques parce qu'elles doivent après classer les activités, classer leur financement selon les classifications des entreprises. Donc, c'est vraiment quelque chose que ils ont fait un énorme travail. Hein. Maintenant, donc là, on était sur l'étape 1. Maintenant, l'étape 2. Donc, l'étape 1, c'est est-ce que ça rentre dans la liste des classifications de la taxonomie? L'étape 2, c'est est-ce qu'il y a une contribution substantielle à l'atténuation du changement climatique? Et donc, voilà, donc là, l'acte délégué nous donne des normes et il fait donc référence aux normes qui ne sont pas des normes financières pour cette fois-ci, mais des normes de performance environnementale ou des normes ISO. Bon, ça donne un peu mal à la tête. Hein. Donc, vous voyez le travail en fait qui a été fait par les entreprises pour faire tout ça, mais pour en fait aussi amener l'industrie tout entière à être plus responsable, parce que si vous mettez des choses là qui ne sont pas bonnes, ben vous risquez, enfin vos commissaires aux comptes risquent des amendes et vous risquez de perdre votre crédibilité. Donc, c'est vraiment c'est pas facile, enfin je le redis à chaque fois, mais c'est vrai que quand je vois toutes ces normes, ça donne un peu le vertige. Voilà. Et là, ils ont dit, bon, on peut considérer finalement que il y a un lien direct entre le niveau de résistance des roulements des pneumatiques et les émissions de CO2. Et donc, quand les seuils de résistance sont quand il y a peu, enfin là je patine un peu, il faut relire hein, le document, mais en fait grosso modo ça veut dire que des pneus qui ont des seuils de résistance assez, assez peu importantes, si les pneus sont de très bonne qualité, les émissions du véhicule baissent. Et donc, c'est ça qui en fait est expliqué dans ce rapport de durabilité. Et donc, on peut dire que la contribution de ces pneus est importante pour, pour l'atténuation du changement climatique. Voilà. Et on arrive à la troisième étape. Donc, il faut qu'il y ait une absence de préjudice important causé aux objectifs environnementaux. Et donc, ce sont les autres objectifs qui doivent, en fait, si on contribue à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais en revanche, on utilise beaucoup de produits chimiques qui sont extrêmement nocifs, ben, ça veut dire qu'on cause un préjudice important aux autres objectifs et on n'est pas dans la norme. Et donc, à chaque fois, il faut s'assurer qu'aucun des 5 objectifs subisse un préjudice important. Et donc voilà, donc là, on est à nouveau dans la directive. Enfin dans l'acte délégué de la directive. Donc, il faut respecter donc, l'adaptation au changement climatique, c'est bon. L'utilisation durable et protection des ressources hydrologiques ou marines. Bon, pour les pneus, ce n'est pas vraiment la question. Donc, ça, on peut dire, c'est pas utile. La transition vers une économie circulaire,
pas vraiment la question non plus. Prévention et contrôle de la pollution, oui, on pourrait penser que la fabrication de pneus utilise des matières qui ne sont pas, qui sont assez polluantes. Mais là, ça dépend un petit peu des critères. Après, comment ces critères sont utilisés, comment ils sont définis. Et finalement, en biodiversité, ben, c'est peut-être pas non plus vraiment une question dans la fabrication des pneumatiques, en tout cas, enfin, dans l'adhésion des pneus, en tout cas, si on prend ça. Et du coup, pour Michelin, en 2023, euh, ils ont une activité éligible qui est CAPEX et OPEX, qui sont à peu près comparables à ce qu'on a vu en 2021. Donc, c'est-à-dire toutes les activités qui peuvent rentrer dans la classification. Et après, ceux qui, après analyse, rentrent vraiment dans dans une activité qui est alignée à la taxonomie, ben, c'est beaucoup moins. Donc, c'est 16%, 22% et 16% pour les OPEX à nouveau. Et donc, Michelin a pris en compte en fait, dans les années d'avant, Michelin a considéré, enfin, la réglementation ne permettait pas à Michelin d'avoir des activités alignées parce que, en fait, ils utilisent des produits polluants qui, à l'époque, ben, qui sont nécessaires à la fabrication des pneus, mais qui n'étaient pas qui n'étaient pas mentionnés dans la directive ou dans les actes délégués, dans la réglementation. Cette réglementation a changé en fait en fonction du fait que ben on peut pas se passer de certaines matières et ce n'est pas pour ça que il faut pas quand même en quelque sorte euh, honorer en fait les efforts de cette entreprise qui fait quand même tout pour contribuer à la transition écologique. C'est comme pour Total Energy. On peut dire Total Energy pollue toujours énormément. Ceci étant, ils mettent en place des procédures, des mesures de transition qui font qu'ils respectent quelque chose qui va dans le sens de la transition écologique. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques après, mais toujours est-il que ce qu'on essaye de faire avec ces réglementations, c'est vraiment de faire en sorte que les entreprises s'adaptent et prennent des mesures pour finalement polluer moins, émettre moins de gaz à effet de serre, respecter l'environnement dans tous ses aspects, biodiversité, eau, etc., c'est-à-dire aussi l'empreinte écologique qu'elle a. Et c'est comme ça qu'on respecte cette réglementation. Et ça se voit avec les indicateurs qui sont donnés, donc avec une date de départ et qui, en général, doivent donner des choses à l'horizon de 2030. Voilà. Il y a une question plus générale, mais qu'on pourra éventuellement, tu verras à quel moment apporter des éléments de réponse, c'est comment la taxonomie verte européenne lutte contre le greenwashing et le risque de greenwashing. Ouais. Ok, ben, en fait, je vais noter, on va parler de ça à la fin parce que du coup, je vais aller. Oui, parce que oui, c'est une question de base, hein. Effectivement, c'est une très bonne question. Je vais juste finir et puis après, on en parle. En fait, la quatrième étape, c'est quand même, en fait, là, on a essayé de mettre l'aspect social dans la taxonomie. Il faut dire que l'aspect social est très important pour nous parce qu'en fait, nous, on essaye quand même de relier, en fait, de faire cette transition juste pour qu'elle soit juste. Il faut qu'il y ait des critères sociaux. La taxonomie est quelque chose qui est essentiellement environnemental, mais on a rajouté un article qui est l'article 18 qui s'appelle garantie minimale et qui explique simplement que les activités économiques éligibles qui doivent être respectées correspondent aux procédures d'une entreprise qui respecte les principes directeurs de l'OCDE, les principes directeurs des Nations Unies et ceux des droits de l'homme. Et donc, et aussi les 8 conventions fondamentales citées dans la déclaration de l'Organisation internationale du travail. Tout ça, c'est vraiment beaucoup plus explicite déjà dans la directive de transparence pour les entreprises financières et encore plus dans la CSRD. Là, on est vraiment sur un mini détail de la CSRD, mais je pense que c'était important. Et finalement, ben, on a quasiment fini
on a pris vraiment beaucoup moins de temps que prévu, mais l'objectif n'est pas de remplir 1 heure. Donc, la question du greenwashing. En fait, cette question s'applique à tout, à toutes les, à tout le reporting. C'est vrai que la taxonomie, en fait, si on met des chiffres, hein, ou si on met des informations qui ne sont pas bonnes ou qui enjolivent des choses, derrière, il y a des certificateurs, donc notamment les auditeurs, et qui, eux, ont des obligations en matière de certification de ces informations. Et c'est pour ça qu'en fait, ce sont vraiment eux aussi les premiers concernés et qui, s'ils certifient des informations qui ne sont pas bonnes, ils courent des risques énormes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine, enfin plus une vingtaine d'années, où ils ont certifié sur une entreprise, sur Enron, que les comptes étaient bons alors que l'entreprise ne tenait pas debout et elle a fait faillite peu de temps après la publication des comptes. Comme c'est une entreprise américaine, hein, toutes les retraites dépendaient en fait de l'entreprise aussi. Donc, en fait, il y avait un préjudice extrêmement important, pas seulement pour l'industrie, mais aussi énorme pour les salariés. Et il y avait une entreprise qui s'appelait Arthur Andersen qui a certifié les comptes et à la suite de ça, le scandale était énorme. L'entreprise a dû changer de nom et au point parce que ils étaient tout simplement plus crédibles. Et donc toutes ces informations-là, comme elles sont certifiées, les auditeurs, enfin ont tout intérêt à ce que ces informations soient bonnes. Et les entreprises, évidemment aussi, ils ont tout intérêt à ce que les informations soient bonnes. Maintenant, qu'on puisse considérer, enfin là, c'est vraiment le travail qu'après, pendant les consultations, information, consultation des CSE, qui sont dans notre droit du travail. Maintenant, ça, c'est le webinaire numéro 2 qu'on a fait sur la transposition. Là, vous pouvez vous interroger déjà votre entreprise et vous pouvez dire, là, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous dites qu'on a des véhicules propres, mais en fait, personne ne les utilise. Ils sont dans le garage ou quand on les veut, on ne peut pas vraiment avoir accès. Ou d'autres questionnements de ce genre que on voit parce que les entreprises, ou y compris au niveau social, en fait, on peut. C'est justement là. Nous, en tant qu'élus dans un comité social et économique, on a toute possibilité d'interroger des chiffres qui nous paraissent bizarres. Mais c'est sûr qu'en ce moment, et c'est aussi la raison pour la CSRD, quand on lit les rapports des entreprises, c'est le plus beau des mondes, hein. Moi, je travaille dans une banque et j'ai l'impression depuis environ 7 ans que je travaille dans une ONG et tellement les banques sont formidables. Ça ne veut pas dire que celle où je travaille n'est pas formidable, hein. C'est pas du tout. Au contraire, ils sont bien au niveau dialogue social, etc., y compris au niveau engagement. Mais il faut interroger, effectivement, pour éviter le greenwashing. Nous sommes des sentinelles, hein, les sentinelles vertes de la F3C, mais nous sommes effectivement les sentinelles du greenwashing aussi. C'est pour ça qu'on nous interroge aussi, entre autres. Donc, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que nous faisons aussi ces webinaires, parce que les entreprises ont tout intérêt à nous former. La formation, en ce moment, il n'y a pas de formation spécifiquement prévue dans la transposition de la directive. Donc, ce n'est pas dans la loi. Ceci étant, nous avons dans le droit du travail énormément de droits qui ne sont jamais utilisés. Là, on a peut-être un droit qui n'existe pas, mais vous avez tout intérêt à demander à votre direction d'avoir des formations. Et par exemple, moi, j'ai toujours un mandat dans mon entreprise, je suis élue au CSE. Mon entreprise fait des formations et elle n'a pas demandé à avoir, pas attendu d'avoir une loi dans le droit du travail pour former ses IRP. Parce que rien n'est pire que d'informer et de consulter un CSE avec des gens qui ne connaissent rien. Donc, c'est dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes et dites-le leur.
ils ont l'obligation de nous consulter sur ces questions-là, qui sont extrêmement compliquées quand même, et en même temps extrêmement compliquées. Là, j'ai peut-être montré les côtés compliqués, mais je voulais vraiment montrer la mécanique entre une directive, ce qui est dans les rapports et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, c'est peut-être un peu trop compliqué ce que j'ai fait là. Mais disons, les webinaires qu'on fait sur la CSRD sont un peu plus simples, mais c'est juste un micro-aspect. Et bon, euh, donc, vous n'avez absolument pas besoin de tout savoir sur la CSRD ou la taxonomie. Simplement, il faut vraiment savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et effectivement, nous, plus on connaît enfin, plus on se penche sur les rapports qui sont sur Internet déjà maintenant, qui seront donc harmonisés, et plus on les interroge, parce que pour l'instant, ben, ils sont harmonisés justement parce que les entreprises ont raconté un petit peu ce qu'elles voulaient, de la manière dont elles voulaient. Maintenant, elles sont obligées d'avoir une certaine méthodologie pour le faire. Et autant que ben, on interroge derrière ces chiffres. Et c'est pas pire que des consultations économiques qu'on avait ou des consultations sur la stratégie. La consultation sur le volet environnemental est forcément dans la consultation sur la stratégie parce que les consultations qui sont faites sont sur les trois volets, donc des consultations annuelles. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permettre de compléter. Justement, par rapport à cette question de greenwashing, le regard que j'en ai, c'est que de vouloir classifier, objectiver par des critères et des mots finalement qui soient utilisés partout de la même façon, c'est important. C'est un moyen justement de lutter contre le greenwashing par le fait que ces critères ont été définis et chaque entreprise peut se situer par rapport à un référentiel qui est comparable. Et ça, c'est déjà important, c'est la partie amont pour savoir quelles sont les activités qui sont actrices ou pas dans l'atténuation du changement climatique et sur quoi je peux agir. Après, toute la question de greenwashing, c'est aussi tout le contrôle qu'il y a derrière dans comment j'investis, d'où je pars, où je vais, avec toutes les méthodologies derrière de mesures qui permettent de le démontrer. Et derrière les contrôles, justement, c'est important que de plus en plus, il y a des OIT, donc des organismes indépendants, tiers indépendants, qui sont là pour justement valider, donner un tampon sur effectivement la manière de faire. Et comme tu le disais, nous-mêmes, en tant que acteurs dans l'entreprise, nous pouvons aussi être des acteurs de la vérification. C'est clair. Mais après, il y a plein d'autres moyens en dehors de ce webinaire d'aujourd'hui, tout ce qui concerne la finance, etc., et tous les labels, tout ce qui permet justement de contrôler. Il y a d'autres moyens aussi de le faire, mais ce n'est pas l'objet du discours d'aujourd'hui. Il y avait effectivement d'autres questions, c'est de savoir d'emblée, est-ce que dans ce processus, les entreprises de la défense ont-elles des exemptions? Franchement, je ne sais pas s'il y a des exemptions, mais effectivement, le secteur de la défense est important et c'est eux aussi qui, quand il y avait l'idée de la taxonomie sociale, parce qu'à un moment donné, il y avait un groupe de travail à la Commission européenne sur la taxonomie sociale qui finalement n'a pas abouti à faire une taxonomie, une classification des activités sociales, c'était trop compliqué. Et je sais que les entreprises de la défense ont massivement fait du lobbying pour ça. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde et je peux revenir à la personne. Si elle veut bien donner son peut-être mail ou son nom, moi, je ne le vois pas là. Mais après, on peut Tanguy. vérifier. Pardon? Tanguy, le prénom, mais on pourra effectivement contrôler. Mais il est évident que les objectifs, enfin, c'est un secteur bien délimité et pour lequel il y a des objectifs aussi de sécurité et de faire en sorte que n'importe quel engin, par exemple, qui se déplace puisse assurer son action telle qu'elle a été définie en termes sécuritaires. On rentre là dans des critères très spécifiques qui sont pas du même ordre, mais sur un secteur très délimité. Mais on pourra revenir effectivement auprès de vous sur
la manière dont aujourd'hui vous pouvez répondre, vous devez répondre ou pas à ces éléments. Derrière, quoi qu'il arrive, l'enjeu, c'est aussi comment derrière on peut capter des investissements privés et qui seront plus faciles à obtenir sur certains comportements vertueux en termes d'atténuation du changement climatique, ou au contraire plus difficile si vous ne rentrez pas dans les critères. Les investisseurs, l'objectif à terme, c'est qu'ils investissent moins dans le non durable et plus dans le durable. Je mets la défense de côté qui a un enjeu spécifique. Peut-être si, en fait, c'est toujours, les questions font toujours avancer le schmilblick, hein. L'entreprise Thales, par exemple, est une entreprise qui fait aussi de la défense, mais elle a un reporting comme tout le monde. Donc, parce que les activités de défense, ce n'est pas que de la défense, en fait, c'est de la technologie, technologie, par exemple, d'information, beaucoup de technologies d'information, etc. Ce n'est pas que fabriquer des canons. Peut-être même en moindre partie. Donc, ça peut s'appeler défense, il peut y avoir le secret défense, etc. Mais ben, il y a quand même tout cet aspect. Je vais regarder, par exemple, dans le reporting social de Thales, il y a certainement l'alignement à la taxonomie, parce que c'est une entreprise industrielle comme une autre, en quelque sorte, hein. Même si elle produit après des engins ou des produits qui peuvent être utilisés dans la défense. Mais on va revenir. Oui, oui, on pourra. Il y a une question de Anne. Le cycle de vie est-il considéré, par exemple, si on prend la production automobile, regarde-t-on les fournisseurs de métal, puis remontons jusqu'aux mines? Le pro- la production automobile, ça prend des fournisseurs de détail. Est-ce Ah, qu'on si, regarde, non, est-ce qu'on regarde la chaîne de valeur en amont, dans la contribution au CO2, aux émissions de CO2 de l'entreprise? alors, en fait, ça, c'est plutôt la question, c'est pas directement sur la taxonomie, c'est plus, en fait, dans la CSRD, on prend en compte la politique d'achat et aussi la chaîne de valeur. Et donc là, c'est pris en compte. Dans la taxonomie, c'est vraiment la production de l'entreprise elle-même. Parce que c'est le chiffre d'affaires, les CAPEX et les OPEX. Donc là, on n'est pas vraiment sur la chaîne de valeur. Sur la chaîne de valeur, on est quand on regarde la CSRD elle-même. Disons que, pour compléter ce que tu dis, un constructeur automobile, il produit des automobiles, donc dans son chiffre d'affaires, il vend des automobiles, et il pourra comparer si l'activité de fabrication et de construction de l'automobile rentre ou pas dans les activités éligibles. Et après, dans la manière de mesurer sa contribution au CO2, cette fois, il faudra qu'il mesure non seulement effectivement son scope 1 et son scope 2, qui sont ses émissions directes de CO2 quand il produit dans une usine, ou indirectes quand il achète de l'énergie, mais aussi son scope 3, qui est effectivement la contribution de tous les composants qu'il fait rentrer dans son usine et qui ont eux-mêmes été émetteurs de CO2, générateurs de CO2, et également en aval dans l'usage du véhicule. Et c'est tout ça qui doit être pris en compte à un moment ou à un autre dans l'empreinte environnementale d'une entreprise, effectivement. Ça doit être Mais on pris en dépasse compte. le cadre de la taxonomie proprement dit. C'est pas dans la taxonomie directement, mais c'est plutôt dans la CSRD. Tout à fait, c'est quels sont les indicateurs qu'on utilise, comment ils sont pris en compte, comment ils sont mesurés. Et typiquement, demain, quand une entreprise veut démontrer qu'elle a une trajectoire de transition climatique qui l'amène d'un point A d'aujourd'hui à un point B de demain, elle va s'appuyer sur des outils validés extérieurs comme SBTI, par exemple, Science Based Target Indicators, et qui est une méthodologie qui intègre aussi du scope 3, et justement donc la manière dont on intègre aussi les impacts amont et aval du produit qu'on produit soi-même, effectivement. Voilà. Donc il y a Olivier qui veut des éléments de compréhension sur le rôle effectif du CSE sur cette question. Concrètement, doit-on valider les informations de la société ou bien donner un avis? Alors, valider, normalement, un CSE ne valide pas, hein.
un CSE est informé ou consulté, ou les deux, enfin informé et consulté. Et donc là, en fait, ce qui est prévu dans la transposition, c'est que le CSE est informé et consulté. Et donc, on peut donner l'avis sur les informations qui sont données. Et donc, typiquement, comme c'est dans les 3 consultations, il faut voir comment l'entreprise de quoi elle va parler. Parce que, par exemple, une entreprise comme Veolia, elle va beaucoup parler de la gestion des eaux et la gestion des déchets et, parce que c'est son cœur de métier. Donc, ce sont des informations que, a priori, euh, on a enfin, vous avez déjà, quand normalement, l'entreprise Veolia, vous connaissez ce qu'elle fait. Et ce sont des choses qui sont régulièrement, donc, dans toutes les restructurations, etc., vont venir dans les discussions dans le CSE. Maintenant, en plus, il va y avoir des données environnementales plus spécifiques, à la fois donc, sur le changement climatique, mais aussi autre chose, et qui vont permettre une discussion plus en détail sur tout ce qui est finalement impact, empreinte environnementale. Et là, par exemple, dans Veolia, il y a aussi à la fois, par exemple, dans une entreprise comme Michelin, la gestion des eaux, c'est peut-être pas la première considération, mais dans Veolia, c'est le cœur du métier. Gestion des déchets, une entreprise industrielle, c'est très important. Mais Veolia, c'est aussi le cœur de métier. Je parle de Veolia comme ça parce que moi, je n'ai pas lu tous les rapports euh, de durabilité de toutes les entreprises, mais ça dépend beaucoup du secteur, en fait, dans quels sont les chiffres importants ou pas. La taxonomie, de toute façon, tout le monde peut s'y soumettre selon les critères, donc selon les secteurs industriels qui sont énumérés donc, dans le premier acte délégué, qui est étoffé évidemment, comme on a vu chez Michelin, le C2211 n'y était pas encore, peut-être que maintenant il y est, j'ai pas regardé. Mais parce que cette directive, elle fait 400 pages. Hein. Ensuite, il y a évidemment d'autres régulations qui entrent aussi en considération, mais le rôle du CSE, c'est comme avant, en fait. Je veux dire, on a des prérogatives au niveau environnemental maintenant, et ce qui date de 2021, si je ne me trompe pas. Maintenant, dans les premières années, les entreprises et les CSE se sont regardés en chien de faïence en disant comment on peut bien consulter le CSE au niveau environnemental. Et on ne savait pas comment faire. Et peu à peu, euh, à la fois les directions se sont dit, tiens, on pourrait donner telle et telle information au CSE. Et puis on verra quelle sera la discussion qui en résulte. Euh, Maintenant, on a des données. Et ces données-là, en fait, dans les grandes entreprises, on les avait déjà, sauf qu'on n'était pas conscient qu'on les avait. Et personne n'a pensé de regarder sur l'Internet. En fait, ce sont des rapports qui font 500 pages. Hein. Et sur les 500 pages, il y a donc plusieurs chapitres, dont un évidemment sur les rapports financiers qui jusqu'à présent étaient les plus importants. Mais depuis 2027, on avait la directive qui précédait la CSRD et qui obligeait déjà les entreprises au-dessus de 500 employés et avec un chiffre d'affaires de 40 millions et un total bilan de 20 millions de donner ces informations. Donc, on les avait déjà, sauf que on ne savait jamais comment. On s'en est même pas préoccupé. Après est tombé, donc, avec la loi climat et résilience, la possibilité, enfin, même le devoir d'informer d'informer et consulter les CSE. Tout le monde s'est gratté la tête, y compris les CSE. Hein, je me souviens du mien. On s'est dit, oui, on veut que la direction nous donne les choses et personne n'a pensé à regarder le rapport qui existait déjà, mais où les entreprises pouvaient raconter un peu ce qu'elles voulaient, de la manière dont elles voulaient, donc tout est bien. Mais maintenant, donc, Benoît le disait, c'est maintenant quelque chose de comparable. Donc, on a un outil qui nous permet de remplir les prérogatives qu'on a depuis 3 ans, en fait. Et j'espère qu'on va
s'en saisir, hein, Et d'ailleurs, en fait, on a vraiment intérêt à s'en saisir parce que c'est pas par bonté qu'on nous a donné ces droits. On nous a donné ces droits aussi pour nous impliquer dans la transition écologique parce que parfois, ça peut être antinomique avec l'emploi. Dans l'industrie automobile, je crois que, bon, Benoît, tu peux nous dire, hein, on a besoin de moins de personnes pour faire un moteur électrique qu'un moteur qui fonctionne à l'essence, il me semble. Donc, il y a quand même des implications. Donc, c'est pourquoi, pour accompagner ça, pour savoir que il y a des transitions technologiques qui vont forcément avoir des impacts sur l'emploi, peut-être même autre chose, sur les façons de faire, sur les métiers, comment on fait pour les adapter. C'est pour ça qu'on a ces droits. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. En fait, ce qu'on va faire à ce moment-là, déjà, merci beaucoup parce que c'est courageux d'aller sur quelque chose d'aussi technique. Euh, et puis, je vous remercie pour les questions parce que ça fait toujours avancer. Moi, je viens du secteur bancaire, donc c'est vrai que pour moi, les questionnements autour de l'industrie lourde, c'est aussi un peu du nouveau. Bien que dans ma vie professionnelle, j'ai analysé des sociétés aussi qui étaient dans le domaine industriel. J'ai fait de l'analyse financière, mais à l'époque, c'était uniquement financier, alors que maintenant, les analystes dans les banques, elles doivent aussi analyser donc justement toutes ces questions de durabilité, ce qui fait aussi un changement de métier. Donc, merci. Ça nous donne peut-être aussi des idées sur là où il y a vraiment des besoins en explication. On peut peut-être aussi imaginer un webinaire avec plus d'interactions, notamment sur les rôles des CSE. Voilà. Euh, j'en ai fini, j'en ai terminé, mais juste vous montrer les ressources qu'on a. Donc, j'ai donné un site sur la taxonomie pour ceux qui sont vraiment des fanats et aussi un autre sur l'analyse qu'on a montré tout au début qui montre quand même les différences entre les différents secteurs de EY. Et après, les 3 webinaires que nous avons déjà fait à la CFDT Cadre, qui sont sur notre site, ils sont un tout petit peu enfuis. Vous pouvez télécharger ce PowerPoint de toute façon. Et je remercie Benoît parce que c'est grâce à lui qu'on a fait ce webinaire, parce qu'il m'a demandé de faire une intervention sur la taxonomie pour des administrateurs salariés de chez lui, dont il anime aussi le cercle donc pour la FGMM. Et autrement, je ne me serais pas aventurée dans cette chose quand même extrêmement technique. Mais bon, voilà. Benoît, je te laisse peut-être dire un mot aussi pour la fin. Merci de ce travail coopératif. C'est effectivement très technique au départ. C'est une partie d'un morceau de puzzle qui est complexe, mais l'intérêt de voir ces différents webinaires, ça reconstitue un peu le puzzle et ça met en cohérence les éléments les uns avec les autres. C'est pour ça que je vois effectivement que le 14 mai, il y a un autre, Alexandre met en avant effectivement un autre webinaire qui vous aidera à mieux comprendre comment vous pouvez utiliser les données environnementales des ESRS justement pour des négociations, revendications. Enfin, on est tout à fait dans la continuité, mais il ne faut pas hésiter par ailleurs à nous solliciter directement en interne CFDT si vous avez des questions complémentaires. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt.